Je vivais dans une chambre de motel à 39 $ la nuit, mangeant des haricots froids directement sortis de la boîte, quand quelqu'un frappa à ma porte à 2 heures du matin. 3 coups secs, assurés, comme ceux d'un homme qui n'hésite jamais. J'ouvris. L'homme portait un costume à 5 000 $ et savait mon nom. Vernon Hodgkins? C'est moi. Si c'est à propos d'argent, j'en ai pas. Ce n'est pas pour ça. Votre ex-femme, Mélodie, ignore que je suis ici. Ce que je vais vous dire va changer tout ce que vous croyez savoir sur sa maladie, sur votre divorce et sur les raisons de son départ. Mon nom est Vernon Hodgkins. J'ai 45 ans et il y a 6 mois, j'avais tout. Une entreprise de construction prospère, une maison que j'avais bâtie de mes propres mains, 2 enfants magnifiques et une femme que j'aimais depuis le lycée. Aujourd'hui, je vis dans la chambre 107 du Sunset Valley Motel, là où les murs sont si fins qu'on entend son voisin pleurer jusqu'à s'endormir. Parfois, je me demande s'il m'entend faire la même chose. L'homme en costume était toujours debout devant la porte, tenant une mallette en cuir qui valait sûrement plus qu'1 mois de loyer. La lumière tremblotante du parking projetait sur son visage des ombres mouvantes. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait jamais eu à vendre son alliance pour payer les factures médicales de quelqu'un d'autre. Le genre d'homme que mon ex-femme disait vouloir à la place de moi. Puis-je entrer, monsieur Hodgkins? Ce que j'ai à vous montrer ne devrait pas être dit dans un couloir. Je jetai un œil autour de moi. Le lit défait, une plaque chauffante sur une table pliante, des cartons empilés contre le mur. Pas vraiment un lieu pour recevoir. Mais il y avait quelque chose dans son regard. Une détermination calme qui me fit reculer d'un pas. 5 minutes, pas plus. Il entra, posa sa mallette sur le lit, puis se tourna vers moi. Je m'appelle Theodore Ashford. Je suis détective privé, engagé par quelqu'un qui se soucie profondément de vous. Quelqu'un qui n'a jamais cru à l'histoire que votre femme a racontée. Mon ex-femme, corrigeai-je. Oui, bien sûr, votre ex-femme, Mélodie. Il ouvrit sa mallette et sortit un épais dossier. Dites-moi, monsieur Hodgkins, avez-vous déjà rencontré un certain docteur Harrison Vance avant le diagnostic de votre femme? Son oncologue? Non. Elle l'a trouvé par un spécialiste. Il était censé être le meilleur de Denver pour les cancers des ovaires. Pourquoi? Théodore sortit une photo. On y voyait Mélodie, riant à un barbecue familial, aux côtés d'un homme que je reconnus aussitôt, le docteur Vance. La photo était datée de 3 ans avant son soi-disant diagnostic. Le docteur Vance est le cousin de votre ex-femme. Et cela fait 2 ans qu'ils préparent ensemble quelque chose de particulièrement odieux. La pièce se mit à tourner autour de moi. Je dus m'appuyer sur le dossier d'une chaise pour ne pas tomber. C'est impossible. Je l'ai vu souffrir. Les traitements, la perte de poids, la peur dans ses yeux. Tout cela faisait partie du plan, répondit-il calmement. Mais j'y viens. Il tira un autre document. Voici un relevé bancaire. Compte ouvert aux îles Caïmans. Votre ex-femme y a déposé de l'argent chaque fois que vous avez vendu quelque chose pour financer ses traitements. Votre maison lui a rapporté 400 000 $. Votre matériel de chantier, 200 000. Et même la Harley de votre père, votre alliance. Tout est allé directement sur ce compte. Je m'assis lourdement sur le lit. Le matelas bon marché grinça sous mon poids. Mes mains tremblaient. Vous voulez dire qu'elle n'a jamais eu le cancer? Les dossiers médicaux étaient falsifiés. Les chimiothérapies n'étaient que des injections de solutions salines et de vitamines dosées pour provoquer une fatigue et une perte de poids crédible. Tout a été orchestré, consigné, exécuté avec l'aide du docteur Vance et de son avocat, Brent Caldwell. Caldwell. L'avocat requin qui m'avait démoli au tribunal. Celui qui avait peint de moi l'image d'un raté instable, incapable de subvenir aux besoins de ses enfants. Celui qui tenait la main de Mélodie pendant qu'elle me les arrachait. Ma voix se fit presque un souffle. Depuis combien de temps savez-vous ça? Cela fait 6 mois. J'ai été engagé le lendemain de votre divorce. Il s'assit en face de moi, sur la vieille chaise branlante. La personne qui m'a engagé a commencé à soupçonner quelque chose lorsque Mélodie a refusé qu'elle assiste aux consultations médicales. Depuis, il rassemblait des preuves. Et maintenant, tout est prêt. Qui vous a engagé? Théodore eut un mince sourire. Votre père.
Earl Hutchkins. Il n'a jamais cru à la maladie de Mélodie. Il m'a dit, je cite, « Mon fils donnerait tout pour sa famille, mais je serais maudit si je le laisse tout perdre à cause d'un mensonge. » Les larmes montèrent, brûlantes. Mon père, que j'avais repoussé, à qui j'avais refusé de l'aide, avait mené ce combat dans l'ombre, pour moi. Théodore poursuivit. « Votre mère, June, l'aidait aussi. Elle suivait Mélodie discrètement quand elle disait aller en chimiothérapie. Votre frère, Dalton, a traqué les mouvements d'argent. Votre famille entière s'est battue pour vous, Vernon. Vous n'avez jamais été seul. Je pensais à toutes ces nuits passées ici, à me demander si mes enfants, Colton et Piper, pourraient un jour me pardonner. Je revoyais Mélodie, son rire cruel, quand elle m'avait dit qu'elle voulait un vrai homme. Et maintenant, j'apprenais que tout cela n'était qu'un théâtre. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Théodore se leva, ajustant sa veste. Demain matin, à 9 heures, le FBI arrêtera Mélodie et Brent Caldwell pour fraude, conspiration et détournement de fonds. Le Dr Vance a déjà avoué en échange d'une réduction de peine. Vos enfants savent la vérité et sont chez vos parents. Ils vous attendent. Chez moi ? Mais je n'ai plus de maison. Théodore sortit une dernière feuille. Vous en avez une, monsieur Hutchkins. Votre père a racheté votre maison, à votre nom, via une société écran, le jour où vous l'avez vendue. Il l'a entretenue. Votre atelier est resté tel que vous l'avez laissé. Je fixai le papier avec mon ancienne adresse. La maison que j'avais construite, celle où j'avais cru vieillir avec elle. Elle m'attendait toujours. Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Parce qu'il fallait des preuves irréfutables. Mélodie était prudente. Un faux pas, et elle aurait disparu avec votre argent et vos enfants. Théodore posa sa main sur la poignée de la porte, puis se retourna. Votre père m'a chargé de vous dire ceci. Tu as fait ce que je t'ai appris. Tu as mis ta famille avant tout. Tu as tout sacrifié par amour. Ce n'est pas une faiblesse, Vernon. C'est elle qui a abusé de ta force. Et le combat n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Je trouvais enfin ma voie. Vous disiez qu'une seule visite pouvait tout changer. Mais vous n'avez fait que me dire la vérité. Théodore sourit. Et la vérité, monsieur Hutchkins, est la plus puissante des armes. Dans 12 heures, votre ex-femme sera en prison. Vos enfants seront dans vos bras. Votre vie peut être reconstruite. Et surtout, vous saurez que votre famille n'a jamais cessé de se battre pour vous, si ce n'est pas un changement total. Je ne sais pas ce que c'est. Il ouvrit la porte, ajouta « Oh, et votre père m'a aussi dit de vous rappeler que Chester Pike et votre ancien équipage refusent de prendre d'autres emplois depuis 6 mois. Ils attendent votre retour. » Il m'adressa un dernier sourire. Parfois, la famille qu'on choisit est aussi forte que celle dans laquelle on est. La porte se referma derrière lui. Et je restai seul, au cœur de la nuit, dans la chambre 107, face à une vérité capable de reconstruire les ruines de ma vie. Avant que tout ne s'effondre, ma vie suivait un rythme simple, presque sacré. Chaque matin, je me levais avant le soleil, l'odeur du café envahissant la cuisine, pendant que Mélodie préparait le petit déjeuner. Colton, notre fils, faisait tourner une balle de baseball sur la table, tandis que Piper, sa sœur, dessinait dans son carnet. C'était bruyant, vivant et parfait à sa manière. Mélodie me lançait des rappels entre 2 tartines. N'oublie pas le rendez-vous chez le dentiste pour Piper à 15 heures. Et Colton a entraînement de foot ce soir. Je souriais, posais un baiser sur son front et partais au travail. Au dépôt, mon équipe m'attendait déjà, café à la main, blagues prêtes à fuser. Hutchkins Construction, c'était plus qu'une entreprise, c'était une famille. 8 hommes, durs à la tâche, loyaux, qui faisaient les choses correctement ou pas du tout. Chester Pike, mon contremaître depuis 8 ans, m'attendait toujours avec le planning du jour. Vernon, on a le chantier du Riverside à finir aujourd'hui, et Madame Patterson veut encore changer la disposition de sa cuisine. 3e fois ce mois-ci. 4e, corrigeai-je en riant. Ouais, mais qui compte encore ? On riait, parce que c'est ce qu'on faisait. On riait du chaos, du vent, des clients indécis et du bois manquant. Et à la fin, on construisait quelque chose de solide, de beau, de vrai. Mon père, Earl Hutchkins, passait souvent sur les chantiers. 73 ans,
épaules encore carrées comme celles d'un joueur de football. Il avait dirigé l'entreprise avant moi, à l'époque où tout se faisait à la main, avec du muscle et de la sueur. Il passait entre les charpentes, sa main suivant le grain du bois, son œil vérifiant l'alignement d'un mur. Bon travail, fiston. Ton grand-père serait fier. Merci, papa. Et ta mère t'attend pour le dîner dimanche? Sois pas en retard cette fois. Les dîners du dimanche étaient sacrés. Ma mère, June, cuisinait comme si elle nourrissait une armée entière. Mon frère, Dalton, arrivait avec sa femme et leurs 3 enfants, et la maison se remplissait de rire, d'odeurs de rôti et de vie. Après le repas, on s'asseyait sur la véranda, bière à la main, regardant les enfants courir dans l'herbe. Dalton, avec ses mains couvertes de cambouis, me lançait toujours le même sujet. « Vern, t'as jamais pensé à agrandir? Passer au commercial? Les grands immeubles, les contrats juteux? Non, j'aime savoir pour qui je construis. Les familles, les histoires qui vont remplir ces murs. C'est personnel, tu vois. » Mélodie aidait ma mère à la vaisselle, leur rire s'échappant par la fenêtre ouverte. Elle s'était liée dès le lycée, le jour où je l'avais présentée à mes parents. Ce soir-là, ma mère m'avait glissé à l'oreille « Celle-là est spéciale, Vernon. Ne la gâche pas. » Je ne l'avais pas gâchée. Du moins, je le croyais. Puis il y eut ce mardi, celui qui changea tout. Mélodie s'était plainte de douleurs à l'estomac depuis quelques semaines, mais refusait de voir un médecin. « C'est juste du stress, » disait-elle. J'avais insisté, et ce matin-là, elle m'appela en pleurs. Sa voix tremblait. « Vern, je suis à l'hôpital. Ils ont trouvé quelque chose. Peux-tu venir ?» Je laissai Chester en charge et roulai jusqu'à Denver General en battant tous les records de vitesse. Quand j'arrivai, elle était là, en blouse d'hôpital, les yeux rouges, les mains tremblantes. À côté d'elle, un homme grand, le visage grave, portait une blouse blanche, le docteur Harrison Vance. « Monsieur Hutchkins, votre femme souffre d'un cancer des ovaires, stade 3. Nous devons commencer un traitement agressif immédiatement. » Ces mots me transpercèrent comme un marteau en pleine poitrine. Cancer. Le même mot qui avait emporté ma grand-mère, mon oncle, le père de Mélodie. Je m'assis, incapable de respirer. Les chiffres, les traitements, les probabilités, tout se brouillait. Je ne voyais plus que la main de Mélodie dans la mienne, froide, tremblante, vivante. Dans le parking, après, elle éclata en sanglots. Je la tenais contre moi, dans le silence de la nuit. « Je ne veux pas mourir, Vern. Je veux voir nos enfants grandir. Tu ne mourras pas. Je te le promets. Je vendrai tout s'il le faut, mais tu vivras. » Je le pensais, de tout mon cœur. Cette nuit-là, à la table de la cuisine, nous étalâmes les papiers d'assurance. Les franchises, les exclusions, les traitements expérimentaux non couverts. Un labyrinthe infernal. L'assurance couvrait 60 000 $. Le reste, c'était à nous. « On va trouver une solution, » dis-je. « Je t'aime, Vernon Hutchkins. Je t'aime, Mélodie. On va s'en sortir. Si seulement j'avais su. » Les signes étaient là. Elle détournait le regard quand elle disait « Je t'aime ». Elle faisait des appels discrets, à sa sœur, en pleine nuit. Mais sa sœur vivait à Seattle, 3 fuseaux horaires plus loin. Je n'ai rien vu, parce que je croyais encore à l'amour, parce que j'étais ce genre d'homme qui pense que sauver sa femme, c'est la plus noble des missions. Mais parfois, la personne que vous essayez de sauver est celle qui creuse le trou sous vos pieds. Les factures commencèrent à arriver 2 semaines après le diagnostic. Chaque enveloppe semblait plus lourde que la précédente. Les chiffres étaient vertigineux. 47 000 pour les diagnostics, 12 000 couverts. J'ai vidé nos économies. Le matin suivant, Mélodie me trouva devant la table, la tête entre les mains. « C'est trop, Vern. Peut-être qu'on devrait chercher un autre hôpital, moins cher. Il n'y a pas d'option moins chère pour un stade 3. Le docteur Vance est le meilleur. » « D'accord, je t'aime. » Elle était déjà habillée, maquillée, prête à partir. « Tu n'as pas besoin de venir, dit-elle. Concentre-toi sur le travail. Quelqu'un doit bien faire rentrer de l'argent, non ? » Je ne le savais pas encore. Mais à ce moment précis, ma chute avait commencé. Les semaines suivantes, je travaillais comme un damné. Je pris des contrats supplémentaires,
Je vendis le matériel, les véhicules. J'annonçai à mes hommes que je devais fermer temporairement. Miguel, mon meilleur charpentier, me supplia. On peut travailler pour moins, boss. On veut t'aider. Mais je secouai la tête. Ce ne serait pas assez. Trouvez autre chose. Quand je reviendrai, je vous reprendrai tous. Ils sortirent en silence. Chester resta. Ça ne tourne pas rond, Verne. Tout ça, ça sent pas bon. Le cancer ne se soucie pas de ce qui sent bon, Chess. Je me mentais à moi-même. Je refusais d'écouter la seule personne qui avait compris avant tout le monde. Le mois suivant, la maison entra sur le marché. Pas n'importe quelle maison, celle que j'avais bâtie de mes propres mains, pièce par pièce, clou après clou, la maison où chaque mur portait un souvenir. Colton me trouva dans l'atelier, en train d'emballer mes outils. « Papa, on déménage vraiment ? » ?»« C'est juste temporaire, fiston. Quand maman ira mieux, on construira une nouvelle maison, une encore plus belle. » Il baissa la tête. « Je veux pas une nouvelle, je veux celle-là. Moi aussi. » Mais on ne choisit pas toujours ce qu'on perd. La maison se vendit en 2 semaines. 422 000 $. Une fois l'hypothèque réglée, il restait 300 000. Tout partit dans les factures médicales, les nouveaux traitements du docteur Vance. On s'installa dans un petit appartement à 2 chambres, en centre-ville. Piper et Colton durent partager une chambre. Elle ne se plaignit jamais, du moins, pas à voix haute. Mais certaines nuits, je l'entendais pleurer à travers les murs fins. Un soir, mon père frappa à la porte. Il me trouva assis devant une caisse pleine de mes anciens outils, en train de les trier pour les vendre. « Vernon, ça suffit maintenant. Laisse-moi t'aider. »« Non, papa. Toi et maman avez besoin de votre retraite. Ce qu'on a, c'est toi. Et ce qu'on veut, c'est que tu restes debout. » J'ai dit non. Il frappa la table de la paume, fort, comme lorsqu'il m'engueulait adolescent. « Ton orgueil te tue, garçon. T'as besoin d'une bouée et tu refuses de la prendre. » Je serrai les dents. C'est ma femme, ma responsabilité. C'est ta famille, notre responsabilité. C'est comme ça que ça marche. Mais je ne cédais pas. Et plus tard, je comprendrai que c'était une erreur. Celle qui coûta presque tout. La bague de mariage fut le dernier objet que je vendis. 3 carats de platine, achetés après mon premier grand contrat, symbole de tout ce que j'étais censé protéger. Je la déposai sur le comptoir de Goldman's Pawn Shop sur Kayfax Avenue. Monsieur Goldstein, un vieil ami de la famille, la prit entre ses doigts. « Vernon, cette bague a une histoire. Ton grand-père a acheté la première à mon père, en 1955. Tu l'as fait refaire pour Mélodie. » Je respirai profondément. « Combien pouvez-vous me donner ? » ?»« Elle vaut 8 000. Je t'en donne 15. » »« Je ne peux pas accepter la charité. » »« Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans un bonhomme qui traverse une mauvaise année. » Je pris l'argent. 15 000 $. Ajouté aux 10 000 de la vente de la Harley de mon père, que j'avais vendue sans lui dire. Encore un mois de traitement payé. Mais il y eut une lumière dans cette nuit sans fin. Mélodie semblait aller mieux. Elle reprenait du poids, souriait à nouveau. Le docteur Vance nous montra des scanners. Les tumeurs ont diminué de 70%. C'est exceptionnel. À ce rythme, elle sera en rémission complète dans 2 mois. Mélodie éclata en sanglots. Je devrais avoir ressenti de la joie, de la gratitude. Mais tout ce que je ressentis fut un vide, un épuisement profond, presque animal. J'avais tout perdu, mais elle était vivante. Et cela devait suffire, non ? Un dimanche, Dalton m'attira à l'écart, après le repas. « Verne, je ne sais pas comment le dire, mais Mélodie semble différente. Elle revient de l'enfer, Dal. Non, je parle de la façon dont elle te regarde. Comme si elle te méprisait. » Je haussai les épaules. « Tu te fais des idées. » Mais il ne se trompait pas. Je refusais juste de voir ce qui se tenait devant moi. La fin d'un mensonge trop bien joué. 6 semaines après le dernier scanner, tout bascula. Je rentrais d'un petit chantier, épuisé, couvert de poussière. Les valises de Mélodie étaient ouvertes sur le lit. Elle pliait ses vêtements avec une précision glaciale. « On part quelque part ? » ?»« Oui. » Moi. Je crus mal entendre. « Quoi ?» Elle releva la tête, ses yeux verts durs comme la pierre. «
Je te quitte, Vernon. J'éclatais de rire, nerveusement. Tu plaisantes? Après tout ce qu'on vient de traverser? Tu es guéri. On peut reconstruire. Elle sourit. Pas le sourire que je connaissais. Un sourire froid, cruel. Regarde-toi, Vernon. Tu es pathétique. Tu vis dans ce trou minable. Tu travailles comme un manœuvre sans avenir. Tu as tout vendu. Tu as perdu ta dignité. J'ai tout vendu pour toi. Pour te sauver. Et c'est bien là le problème. Son rire me coupa le souffle. Un vrai homme aurait tout géré sans tout perdre. Un vrai homme. Ces mots brûlèrent plus fort que tout. Tu as un autre homme, n'est-ce pas? Elle haussa les épaules. Ce n'est pas une affaire, c'est une nouvelle vie. Brent m'a montré ce que je pouvais être sans toi. Brent Caldwell, l'avocat, celui qui m'avait détruit au tribunal, celui qui lui tenait la main quand je vendais mon âme. Tu couches avec ton avocat. Mon fiancé, corrigea-t-elle, sortant les papiers du divorce de son sac. Elle me tendit les documents comme une facture. Je demande la garde exclusive des enfants, une pension et la moitié de tes revenus futurs. Je restais là, figé. Tu ne peux pas me prendre mes enfants. Je peux, et je vais le faire. Ils ont besoin de stabilité, pas d'un père brisé. Mon frère arriva moins d'une heure après mon appel. Je l'attendais sur les marches, les papiers dans les mains. Il lut, serra les poings. C'est de la folie. Elle ne peut pas faire ça. Elle peut tout apparemment. On va se battre. Je trouverai un avocat. Mais je n'avais plus un sou. On me donna une avocate commise d'office, Patricia Moss, jeune, fatiguée, sans illusion. Elle parcourut mon dossier en silence. Monsieur Hodgkins, vous n'avez plus de biens, ni de revenus fixes, ni de logement convenable pour les enfants. Votre ex-femme habite désormais dans une maison à Cherry Creek, avec Monsieur Caldwell. Elle ferma le dossier. Ce n'est pas bon signe. L'audience arriva. Je portais mon unique costume, celui que je réservais pour les enterrements. Mélodie arriva en tailleur hors de prix. Caldwell à ses côtés, l'air triomphant. La juge Moran Thornton présidait, réputée juste, mais intransigeante sur le bien-être des enfants. Mélodie prit la parole la première. Sa voix tremblait au bon moment. Ses larmes étaient parfaites. Il a vendu notre maison sans vraiment me consulter. Il a pris des décisions impulsives. Il n'est pas stable. Votre honneur, protestai-je, j'ai tout vendu pour payer ses traitements. Caldwell se leva. Ma cliente n'a jamais exigé de tels excès. Monsieur Hodgkins a agi par orgueil. Il tourna vers moi un sourire carnassier. Et ces traitements, d'ailleurs, où sont les preuves médicales? Ma gorge se serra. Je n'avais rien. Les dossiers, les reçus, tout était entre les mains de Mélodie et du docteur Vance. Alors, la juge fit venir mes enfants. Colton ne me regarda pas. Piper fixait ses genoux. « Vous préférez vivre avec qui ?» demanda la juge. « Avec maman, » dit Colton d'une voix monotone. « On pourra voir papa de temps en temps ?» Piper hocha la tête, les larmes aux yeux. Je voulus hurler que leur mère les avait manipulés, menacés. Mais ma voix resta coincée dans ma gorge. La décision tomba. Garde complète à Madame Hodgkins. Droit de visite supervisée pour Monsieur Hodgkins, un week-end sur 2. Pension mensuelle, $500, plus 30% de tout revenu futur. Votre honneur, je n'ai même pas 500. Alors trouvez-les, ou ce sera la prison. À la sortie, Mélodie passa près de moi, triomphante. Colton voulut s'arrêter, mais elle le tira par le bras. Ne rends pas ça plus difficile qu'il ne faut, Vernon. Brent Caldwell s'arrêta un instant. Tu aurais dû la laisser partir quand tu en avais encore la chance. Certains hommes sont faits pour gagner, d'autres pour servir de leçon. Ce soir-là, je pris une chambre au Sunset Valley Motel. $39 la nuit. La propriétaire, Madame Chen, me remit la clé avec douceur. Chambre 107. C'est calme. Vous avez besoin de calme. La pièce sentait la cigarette et l'abandon. Je m'assis sur le lit, fixant le plafond jauni. J'appelais Dalton. J'ai tout perdu, Dal. Les enfants, la maison, tout. Non, pas tout. Tant que tu respires, on se bat. Avec quoi? Avec nous. Mais à ce moment-là, je ne croyais plus à rien. Je n'étais plus qu'un homme vidé, qui vivait par habitude.
Et c'est là, dans cette chambre 107, que la vérité allait bientôt frapper à ma porte. La nuit où tout changea, il était 2 heures du matin. Un bruit sec contre la porte, 3 coups bien espacés. Je crus d'abord rêver. Puis, une voix grave, assurée. « Monsieur Hutchkins ?» Je me levai, encore engourdi par le sommeil et la fatigue. L'homme portait un costume sombre, un regard d'acier, une présence d'autorité. « Qui êtes-vous » ? « Theodore Ashford, détective privé. Je travaille pour quelqu'un qui vous connaît bien. » Il entra dans la chambre 107 sans attendre mon invitation, posa sa mallette sur le lit et ouvrit un dossier. Je n'étais pas d'humeur à écouter des promesses de miracle. Mais quand il prononça le nom de Melody, je sentis quelque chose s'effondrer en moi. « Votre ex-femme n'a jamais eu de cancer. » Ces mots planèrent dans l'air, lourds, irréels. Je restai immobile, incapable de comprendre. « C'est impossible. J'ai vu les scanners. Je l'ai vu vomir, trembler, dépérir. Tout cela a été orchestré. Votre femme et le docteur Harrison Vance ont simulé la maladie. Ils ont administré des médicaments provoquant des symptômes réalistes. Vomissements, perte de poids, crise d'angoisse. Il étala devant moi des photos, des échanges de messages, des relevés de comptes. Les preuves d'un cauchemar planifié depuis 2 ans. Sur les photos, Melody souriait, pas à moi, mais à Brent Caldwell, son avocat et amant, des mois avant son diagnostic. Sur les relevés, des transferts réguliers vers un compte aux îles Caïmans, exactement aux dates où je vendais nos biens. Je m'assis sur le lit. Mes mains tremblaient. Je crois que je murmurais simplement « Mon Dieu ». Théodore me tendit un autre document, une transcription d'écoute. Il lut à voix haute. Caldwell. Il soupçonne quelque chose ? Mélodie. Non, il est trop épuisé. Il a même pleuré en vendant sa bague de mariage. Caldwell. Parfait. On dépose le divorce lundi. Quand il réalisera, on sera déjà à Bermuda avec son argent. Je fermai les yeux. Mon poing partit tout seul. Le mur du motel craqua. Le sang coula de mes jointures, mais je ne sentis rien. Elle riait, murmurai-je. Oui, répondit Théodore, d'une voix calme mais dure. Elle riait, pendant que vous ruiniez votre vie pour elle. Il poursuivit. Votre père a commencé à douter quand elle a refusé qu'il vienne la voir à l'hôpital. Elle prétendait que sa présence la rendait trop émotive. Il m'a engagé en secret il y a 6 mois. 6 mois ? Oui. Nous devions tout prouver. Une seule erreur, et elle aurait disparu avec vos enfants et l'argent. Il sortit alors une clé USB et un ordinateur portable. L'écran s'alluma sur une vidéo. Le docteur Harrison Vance assis dans une salle d'interrogatoire. Ses mains tremblaient. Une voix hors champ posait la question. Vous admettez avoir commis une fraude médicale, une escroquerie à l'assurance et une conspiration financière ? Oui, Mélodie est ma cousine. Elle est venue me voir avec ce plan. Elle voulait quitter son mari, mais sans perdre le confort. Elle m'a proposé 30%. J'avais des dettes de jeu. J'ai accepté. Il inspira, puis ajouta « Elle n'a jamais eu le cancer. J'ai falsifié les analyses, truqué les images, tout. » Chaque traitement était une mise en scène. Théodore coupa la vidéo. Le silence tomba. Je me sentais vidé, creux, mais étrangement lucide. Et maintenant ? Maintenant, le FBI agit. Vance a tout avoué en échange d'une réduction de peine. Melody et Caldwell seront arrêtés à l'aube. Il prit un dernier dossier, plus mince. Vos enfants savent déjà une partie de la vérité. Votre père leur a montré les preuves. Ils sont chez lui. Je restais bouche bée. Mais la garde, le jugement, le mandat d'arrêt annule tout. La fraude rend le divorce caduc. Puis il me remit un document plié. Ceci est l'acte de propriété de votre maison. Votre père l'a racheté en secret, sous un autre nom, le jour même où vous l'avez vendue. Elle est à vous. Je lus l'adresse, incapable de parler. Ma maison, mon atelier. Tout était toujours là. Les larmes me brouillèrent la vue. Mon père ? Oui, dit Théodore doucement. Il a tout prévu. Il a même renouvelé votre licence d'entrepreneur et votre assurance. Je m'effondrais, la tête dans les mains. Théodore posa une main sur mon épaule. Votre père m'a demandé de vous remettre ceci.
Il me donna un trousseau de clés et une carte de visite. Au dos, une phrase écrite de la main ferme de mon père: un homme n'est pas défini par ce qu'il perd, mais par ce qu'il est prêt à sacrifier pour ceux qu'il aime. Tu as tout donné. Laisse-nous t'aider à reconstruire. Reviens à la maison. Je ne pus parler. Les mots restaient coincés, noyés dans la gratitude et la honte. Théodore ajouta, en ouvrant la porte: vous savez, monsieur Hodgkins, votre ex-femme pensait que votre amour faisait de vous un faible. Elle n'a jamais compris que votre force, c'était justement d'aimer jusqu'au bout. Peu d'hommes en sont capables. Il me laissa là, dans la chambre 107, entouré de preuves et d'un silence nouveau, celui de la vérité. Pour la première fois depuis des mois, je respirais sans douleur. À l'aube, je pris une douche, mis ma dernière chemise propre et sortis. Sur le parking, ma vieille camionnette m'attendait. Théodore avait dit vrai. Mon père la faisait entretenir. Le moteur démarra au quart de tour. La fissure sur le pare-brise, souvenir d'une balle de baseball de Colton, était toujours là. Le café renversé sur le siège aussi. Je roulais vers la ferme familiale. Le soleil se levait, dorant les champs. Et pour la première fois depuis longtemps, j'eus l'impression que ce lever de soleil était pour moi. Quand j'arrivai à la maison de mon père, la lumière de l'aube baignait encore la façade que j'avais moi-même construite 20 ans plus tôt. La peinture pâlissait un peu, mais les fenêtres étaient propres, le jardin entretenu. Il l'avait gardée vivante, comme un cœur battant dans le silence de mon absence. Avant même que je ne coupe le moteur, 2 silhouettes surgirent du perron. Colton et Piper. Ils coururent vers moi. Je sortis du camion à peine à temps pour les attraper dans mes bras. Piper pleurait, ses larmes contre mon cou. « Papa, on est tellement désolés. Maman nous a forcés à dire ces choses au tribunal. Elle a dit qu'elle nous enverrait en pension si on ne le faisait pas. » Colton, plus grand, essayait de rester fort, mais sa voix tremblait. Je savais que quelque chose n'allait pas. Quand elle riait en parlant de la maison, c'était pas normal. Grand-père nous a tout montré. Je les serrai encore plus fort. Leurs mots balayaient des mois d'humiliation et de solitude. « C'est fini, murmurai-je. Vous êtes à la maison maintenant. » Sur le perron, mon père attendait, immobile, la main posée sur l'épaule de ma mère. Son visage paraissait plus vieux, plus marqué, mais dans son regard brûlait la même étincelle que toujours, celle des hommes qui ne renoncent jamais. Je montais les marches lentement, encore tremblant. « Papa, je ne sais pas quoi dire. »« Alors ne dis rien, » répondit-il calmement. « Entre. Ta mère a fait des pancakes. Tu as besoin de manger avant qu'on parle affaires. » Je ris pour la première fois depuis des mois. Un rire fragile, mais vrai. À l'intérieur, la maison débordait d'odeurs familières. Café chaud, sirop d'érable et ce parfum de lessive que ma mère utilisait depuis toujours. Dalton était là aussi, adossé au comptoir, un large sourire aux lèvres. « Hé, grand frère, je t'avais dit qu'on t'aurait de retour, pas vrai ?» Je hochai la tête, incapable de répondre. Nous mangions ensemble, comme avant. Mais cette fois, chaque mot, chaque rire avait un poids différent. C'était la victoire discrète de ceux qui ont traversé l'enfer et en sont revenus entiers. En fin de matinée, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. « Monsieur Hodgkins, ici l'agent Sarah Coleman, du FBI. Nous avons arrêté Melody et Brent Caldwell à 6h02 ce matin. » Je restai silencieux, le cœur battant. Le docteur Vance est déjà en détention. Les charges incluent fraude médicale, escroquerie à l'assurance, blanchiment d'argent et falsification de documents fédéraux. Nous aurons besoin de votre témoignage cet après-midi. Et mes enfants, le juge annulera l'ordonnance de garde dans la journée. Vous êtes libre de les garder avec vous. Je raccrochai, les yeux encore humides. Ils l'ont arrêté, murmurai-je. Ma mère porta une main à sa bouche. Mon père ferma les yeux, comme pour prier. Dalton, lui, leva le poing. « Justice, » dit-il simplement. 6 mois plus tard, ma vie avait changé à nouveau. Cette fois, pour de bon. L'atelier était reconstruit, plus solide que jamais. Je passai ma main sur le vieux plan de travail où j'avais appris à Colton à enfoncer un clou droit. Le bois portait encore les cicatrices d'années de travail, et celles, plus anciennes, de ma propre renaissance. Melody Hodgkins fut condamnée à 12 ans de prison fédérale pour fraude, complot
et blanchiment d'argent. Brent Caldwell reçut 15 ans et fut radié du barreau. Le docteur Vance, 8 ans et la perte définitive de sa licence. L'argent récupéré ne couvrait qu'une partie de ce qu'ils avaient volé. Mais je m'en moquais. Ce que j'avais retrouvé valait infiniment plus. Ce samedi matin-là, Colton me tendait 1 mètre à ruban tandis que Piper ponçait une planche pour une étagère qu'on fabriquait pour leur grand-mère. Le soleil entrait par la grande baie vitrée et la poussière flottait dans l'air comme des paillettes d'or. « Papa ?» demanda Piper sans lever les yeux. « Comment tu fais pour faire encore confiance, après tout ça ?» Je posai mes outils et pris un moment avant de répondre. « Ton grand-père m'a appris une chose. Fais confiance, mais vérifie. Je croyais que faire confiance sans condition, c'était de l'amour. Et c'est vrai. Mais l'amour, le vrai, te protège pendant qu'il te fait confiance. » Colton releva la tête. « Tu la détestes ?» ?»« Non. » Je souris tristement. La haine, c'est encore lui donner du pouvoir. Je la plains. Elle avait une famille qui l'aimait, et elle l'a jetée pour de l'argent qu'elle ne pourra même pas dépenser. À ce moment, Chester Pike entra dans l'atelier, un carton de beignets dans les bras. « Patron, Madame Patterson veut savoir si vous pouvez lui construire une dépendance. Elle dit qu'elle attendra aussi longtemps qu'il faut, mais que ce sera vous ou personne. » Je ris. « Dis-lui qu'on commencera le mois prochain. » Mon père apparut dans l'encadrement de la porte, observant le travail, comme toujours. « Beau boulot, fiston. Ne commence pas, papa. Le joint est parfait. »« Juste assez pour que je garde mes vieux réflexes, » répondit-il en souriant. Le silence qui suivit était doux, plein de ce qu'on n'a pas besoin de dire quand tout a déjà été réparé. Piper interrompit la quiétude. « Papa, la carte de ce détective, Monsieur Ashford. Tu la gardes encore ?» Je la sortis de ma poche arrière. « Oui, il pense que je pourrais aider d'autres gens. Des gens qui vivent des fraudes semblables. Les escroqueries médicales, c'est plus courant qu'on croit. Il veut que je travaille avec lui, en consultant. Tu vas le faire ? Pas tout de suite, mais peut-être un jour. Si je peux éviter à quelqu'un de vivre ce que j'ai vécu, alors tout ça aura eu un sens. » De la maison, la voix de ma mère résonna. « Le déjeuner est prêt, tout le monde à table. » Après le repas, on se retrouva dehors. Les enfants jouaient au basket dans l'allée. Le vieux panier que j'avais fixé 15 ans plus tôt tenait encore debout, rouillé mais solide, comme nous. Je me tenais sur le porche à côté de mon père. Le vent portait les rires, la vie, la paix retrouvée. « Papa, » soufflai-je, « je ne t'ai jamais vraiment remercié. Tu n'as pas besoin ? » ?»« Si, j'en ai besoin. »« Tu m'as sauvé la vie. » Il posa sa main calleuse sur mon épaule. « Tu aurais fait la même chose pour Colton. Tu l'as déjà fait, même pour quelqu'un qui ne le méritait pas. Ce n'est pas de la faiblesse, fiston. C'est du caractère. » Il regarda les enfants un moment avant de conclure. « Tu veux savoir quand faire confiance et quand vérifier ? Oui, on ne sait jamais. On fait juste les deux. On aime de tout son cœur, mais on garde les yeux ouverts. Et on n'oublie pas de se relever quand on tombe. » Dans mon atelier, accrochée à un clou au-dessus de l'établi, pend encore la clé rouillée du motel chambre 107. Je la garde là, pas pour me souvenir de la honte, mais pour ne jamais oublier la leçon. Chaque matin, je la vois avant de prendre mes outils, et je me rappelle, la force, ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est d'avoir des gens qui refusent de te laisser au sol. Un père, un frère, des amis qui attendent ton retour sans jamais douter. Il y a 2 semaines, un homme m'a appelé. Sa voix tremblait. Sa femme prétendait avoir une maladie rare. Il avait déjà vendu sa voiture et elle le pressait de vendre la maison. C'était Théodore qui lui avait donné mon numéro. Nous nous sommes rencontrés le lendemain. Je lui ai demandé les dossiers médicaux. En 10 minutes, j'ai trouvé 3 incohérences. Signatures différentes, en-tête d'hôpital obsolète, médicaments inadaptés à la pathologie. Il a éclaté en larmes quand la vérité est tombée. Comment vous remercier ? Vous venez de le faire. Récemment, Colton a écrit une rédaction pour l'école. Les héros de ma vie. Il a parlé de son grand-père, de l'homme qui a mené une guerre silencieuse pour sauver son fils. Il a parlé de moi, de l'homme qui a tout donné par amour, même quand cet amour était un mensonge. Et il a terminé ainsi. Un vrai héros, c'est celui qui te regarde au plus bas et dit « Lève-toi, on n'a pas fini ».
La professeure m'a appelé, inquiète. C'est un peu dur pour un garçon de 14 ans, non? Je lui ai répondu, il ne l'a pas inventé. Il l'a vécu. Hier soir, Piper a donné un concert de violon, le même que j'avais promis d'assister, avant que tout parte en éclats. J'étais au premier rang, entre mes parents et Dalton. Chester et toute l'équipe remplissaient la rangée derrière. Quand elle a joué son solo, j'ai pensé à tout ce que Mélodie allait manquer derrière les barreaux. Mais surtout, j'ai pensé à la grâce des secondes chances. Parce qu'au fond, cette histoire n'est pas celle d'un homme trahi, mais d'un homme relevé. Un homme sauvé par l'amour de ceux qu'il avait oublié de remercier. Je suis Vernon Hutchins. Constructeur, père, fils, survivant. J'ai tout perdu en voulant sauver quelqu'un qui n'était jamais malade. Mais dans cette perte, j'ai trouvé ce qui comptait vraiment. Pas la maison que j'ai bâtie, mais le foyer que mon père a gardé en vie. Pas l'entreprise que j'ai créée, mais la fraternité qui m'a attendu. Pas le mariage que j'ai cru avoir, mais la famille qui ne m'a jamais lâché. Si vous écoutez mon histoire, souvenez-vous, votre fin n'est pas écrite. Même au fond du trou, il y a des mains prêtes à vous tirer vers la lumière. Parfois, elles portent un costume à 5000 $ et un dossier plein de preuves. Parfois, ce sont celles de votre père, calleuses et tremblantes. Et parfois, c'est la vôtre, celle de la personne que vous deviendrez quand vous déciderez de ne plus rester à terre. Merci d'avoir écouté. Si mon histoire vous parle, si elle résonne avec la vôtre, partagez-la. Parce que la vérité la plus simple, c'est celle-ci. L'amour véritable ne te détruit pas, il te reconstruit. Une pièce à la fois,